Journaliste émérite, Daniel Lessard a connu une brillante carrière journalistique à Radio-Canada. Le Beauceron, originaire de Saint-Benjamin, a rapidement entendu la voix qui l'appelait à faire un jour de la radio et de la télévision. Si aujourd'hui il a troqué le microphone pour la plume, il poursuit dans la même veine, à la recherche d'histoires qui captiveront l'imagination de ses lecteurs. Daniel Lessard a vécu sa première expérience derrière un micro, non pas à l'arrière d'une console, mais plutôt à l'église. Le curé, un dimanche, me demande de lire l'épître à la messe. Et j'ai beaucoup aimé ça. J'ai aimé le son de ma voix, j'ai aimé l'attention qui était sur moi. Et dans ce métier-là, vous avez ce que vous voulez, on a des égos surdimensionnés. Et les gens qui vous disent « Ah non, ça ne m'impressionne pas », c'est des menteurs. Et il y avait eu aussi Jacques Petit de CKRB qui venait faire une émission à l'hôtel de Morissette où je travaillais comme serveur. Tous les vendredis soirs, j'ai beaucoup placoté avec lui. Et ce qui a vraiment déclenché, c'est qu'un jour, un bon ami, Yvan Nadeau, à Saint-Benjamin, organisait des tirs de chevaux. Et un dimanche matin, il arrive chez nous, il dit « Daniel, j'ai besoin de toi pour annoncer la tire de chevaux dans les villages autour. » Il dit « Oh, oui, j'ai un micro, puis tu fais juste expliquer. » Et après la tire de chevaux, Yvan me dit « Si tu ne deviens pas annonceur, toi, tu vas manquer ton métier. » Et là, je me suis dit « C'est ça que je vais faire. » Après avoir suivi une formation à l'Académie des annonceurs à Québec, Daniel Lessard a fait ses premiers pas à la radio à CKBM, à Montmagny. J'ai été là 4 mois et au bout de 4 mois, le gars qui j'avais remplacé est parti à CJRC Ottawa. Et quand il est arrivé à CJRC, il cherchait un autre journaliste, pas annonceur. Mais sous de faux prétextes, ils m'ont dit, dès que l'annonceur du soir s'en va, c'est toi qui vas avoir le poste. L'annonceur du soir n'avait aucune envie de partir. Ce qu'ils voulaient, eux, c'est un journaliste. Alors, ils m'ont transformé en journaliste, ils m'ont montré à conduire et ils m'ont dit, à partir de maintenant, ce que tu fais, toi, c'est ce qu'on appelle les chiens grasés, les faits divers, les feux, les accidents, tous les trucs comme ça. Le premier reportage que j'ai fait, c'est un serpent qu'une madame gardait, qu'elle avait perdu, puis qui était quelque part dans les ravalements de la maison. Tout le monde était paniqué. Okay. Et c'est ça. Je fais ça pendant 9 mois. Et ensuite, au bout de 9 mois, j'ai eu une offre du patron de CKAC à Montréal. Je connaissais un peu Laurent Bégin, c'est un gars de la Quai-de-Chemin. Il me dit « Daniel, on a un job pour toi, viens-t'en, on a besoin urgemment de quelqu'un. » Et je suis arrivé là une semaine avant l'assassinat de Pierre Laporte. Le Beauceron a débuté sa carrière journalistique montréalaise en plein cœur de la pire crise de l'histoire du Québec moderne, soit la crise d'octobre. La beauté de l'affaire, c'est que le FLQ avait choisi CKAC pour envoyer ses communiqués. On les recevait tous. Et dès qu'il y avait un communiqué, parce que la police voulait l'intercepter avant nous, on avait mis sur pied un système où un journaliste partait dans une direction, la police le suivait, mais l'autre allait le chercher au bon endroit. Et non, ça s'appelait devenir journaliste sur le tas et rapidement. Tu n'avais pas le temps de niaiser, pas le temps de te tromper. Couvrir la crise d'octobre au micro de CKAC a permis aux journalistes de prendre de l'expérience et de bâtir sa notoriété. En 72, il y avait 3 postes de Radio-Canada d'ouverts à Montréal, et sur une base temporaire. Et je venais de me marier, puis je n'avais pas le goût de me retrouver dans une job temporaire. Je savais qu'il y avait un truc qui allait ouvrir à Radio-Canada à Ottawa, et j'avais des bonnes chances, et j'ai attendu, et j'ai eu le poste à Ottawa comme reporter, et j'y suis resté 7 ans. De la scène régionale en Outaouais, Daniel Lessard a gravi rapidement les échelons vers la scène nationale. En 79, le patron de la radio à Montréal m'appelle en me disant que comme on parle de toi en bien, tu es intéressé à faire de la politique, couvrir le Parlement pour la radio. J'ai dit oui, c'est une promotion quand même. Et je me suis retrouvé là tout de suite. Et tout de suite, il y a un gars qui est parti à la télé et on m'a dit non, tu vas faire de la télé. Et j'avais fait de la télé au régional, donc techniquement, c'était pas un problème. Sur le contenu, c'était autre chose. Et tout de suite, en commençant, le patron me dit il y a une campagne électorale, tu vas suivre Ed Broadbent. Et là, j'ai fait le tour du Canada. Je n'étais jamais allé plus loin qu'Ottawa. Okay. Je n'étais jamais allé dans l'Ouest. Et c'était l'hiver, il faisait moins 40 les matins en Saskatchewan. Je me suis dit, maudit, qu'est-ce que je fais dans ce pays-là? Tout de suite après, il y a un gars qui est parti à la télé, un reporter, et on m'a offert de passer à la télé. Et j'ai dit, ben oui, pourquoi pas? J'aurais aimé faire les deux, mais tu faisais un ou l'autre. Alors, je suis devenu reporter à la télé.
Et le reporter principal, qui normalement couvre le premier ministre partout où il va, c'est James Barber, et James n'aimait pas voyager. Alors, Pierre Elliott Trudeau, qui est le premier ministre, tout de suite s'en va à une conférence du Commonwealth en Australie, et on me dit, Lessard, c'est toi qui vas le couvrir. Okay. Alors, ça a commencé comme ça. De Pierre Elliott Trudeau à Brian Mulroney, en passant par Jean Chrétien jusqu'à Stephen Harper, le journaliste a eu le privilège de couvrir de près les dossiers qui ont ponctué la vie des Canadiens. Pierre Elliott Trudeau était probablement l'un des politiciens les plus éclairés, les plus allumés, les plus ouverts sur le monde que j'ai connu, le plus brillant, même s'il était souvent de mauvaise foi sur la question du Québec ou sur l'économie. Mais c'était un gars brillant, mais désagréable, comme c'est pas possible avec les journalistes. Mulroney, c'était autre chose. Les 9 années de Mulroney, ça a été les plus belles années de ma carrière politique. Pas nécessairement à cause de Mulroney, un peu quand même, parce que Mulroney aimait beaucoup les journalistes, aimait parler, aimait passer à la télé, il était très accessible. Sauf quand il y avait un reportage que vous n'aimez pas, là, il pouvait être une semaine, 2 semaines à vous bouder, à vous ignorer, mais vous pouvez vivre avec ça. Mais c'est avec Mulroney, il y a eu des dossiers extrêmement importants, la Constitution, le libre-échange avec les États-Unis, les plus acides, l'apartheid en Afrique du Sud, était toujours dans l'action. Et des trucs très, très importants. Et en plus, avec Mulroney, il y avait souvent des scandales. Il s'était entouré de collaborateurs et de ministres qui n'étaient pas sans reproche. Alors, il y avait en plus les scandales. Pour un journaliste, c'était le paradis, c'était le bonheur. C'était des années exceptionnelles. Chrétien, on peut dire ce qu'on voudra de lui, c'est probablement le politicien avec le meilleur sens politique que j'ai rencontré. Il m'avait dit une fois, j'avais dit, Monsieur Chrétien, c'est vrai que vous ne lisez jamais les dossiers, vous en lisez juste une page? Il dit, Lessard, quand je sors du 24 ce siècle le matin, je mouille mon doigt, je sais d'où vient le vent et je sais ce que j'ai à faire. Quelle est l'histoire ou les histoires que vous avez le plus apprécié couvrir dans ces années? Tout le débat constitutionnel, bien sûr, le référendum du Québec par ricochet, parce que, bon, ça ricochait beaucoup à Ottawa. Les courses à la direction. Quand Brian Mulroney a été élu chef du Parti conservateur, c'est mon record, puis probablement l'un des records de tous les temps. J'ai été en ondes pendant 11 heures de temps. 11 heures de temps. À un moment donné, j'ai envoyé une note au réalisateur, il dit « J'ai plus rien à dire ». Il dit la même chose, mais dans des mots différents. C'était le début de la télé en direct. C'est ça. Et il y a eu aussi ce que la couverture du premier ministre permet, c'est de voyager à travers le monde. Ça, c'est génial. Je suis allé 2 fois en Chine, 2 fois en Russie. Mais ça te permet surtout de rencontrer des gens que tu ne rencontrerais pas normalement. Bill Clinton, avec qui j'ai eu une bonne conversation. Margaret Thatcher, qui m'a envoyé promener quand j'ai posé une question. François Mitterrand. Mme Indira Gandhi, que j'ai rencontrée dans une conférence du Commonwealth. C'est plusieurs rencontres comme ça qui ont fait que des gens que tu ne rencontres pas autrement aient un accès privilégié. Et le meilleur des meilleurs, au grand désespoir de mes amis séparatistes, c'est la reine Élisabeth. Moi, j'étais un fan de la reine Élisabeth parce que je l'ai rencontrée. On nous dit, la reine va vous rencontrer, on vous place en rang d'oignon. Si elle vous parle, vous lui répondez. Si elle vous parle pas, vous n'interpellez jamais la reine. Elle s'en vient. Puis là, elle dit, vous êtes? Je lui dis, qui je suis? Vous venez d'où au Canada? Je lui explique où. Êtes-vous marié? Oui. Avez-vous des enfants? À l'époque, non. Et elle continue. Content de vous avoir rencontré. Et là, je me dis, c'est la gang de Mulroney qui avait organisé ça. Daniel Lessard, qui a été de la première mouture de RDI, a toujours opté pour la simplicité lorsque venait le temps d'expliquer un dossier, et ce, afin de permettre à tous les téléspectateurs de bien comprendre l'essentiel de la nouvelle. Quand ma mère me disait « je t'ai écouté et je n'ai pas compris », c'est ce que je détestais le plus. Moi, mon objectif, c'était toujours d'y aller simplement pour que les gens comprennent. L'homme de télé a aussi été présentateur de relève au téléjournal. Une expérience extraordinaire, d'avouer celui-ci. Le téléjournal, c'est une grosse machine, une grosse bébite avec beaucoup de monde, qui est censé être le point culminant de la journée, où il y a des discussions à n'en plus finir sur qu'est-ce que c'est le lead aujourd'hui, comment on traite telle histoire, quel journaliste on utilise ou on n'utilise pas. C'est une grosse machine, mais d'être à la tête de la grosse machine, de celui qui va en ondes pour la piloter, la machine, c'est absolument extraordinaire comme feeling. Et je ne vous cacherai pas que quand Stéphane Bureau est parti, j'aurais bien aimé le remplacer. On a pensé à autre chose, à Céline Galipeau, qui est excellente, qui était un excellent choix aussi, et j'ai aucun problème avec ça. Mais j'aurais bien aimé faire le téléjournal aussi.
L'une des fiertés du journaliste est certainement d'avoir été à l'origine de l'émission Les coulisses du pouvoir. Les coulisses du pouvoir, ça devait être plus du journaliste d'enquête, mais tu produis 1 heure par semaine, tu n'as pas le temps de passer tout ton temps sur les enquêtes, puis les autres journalistes étaient trop occupés pour travailler avec nous. Alors, on a fait plus une émission d'entrevue, c'était fort agréable, j'ai beaucoup aimé. C'était une belle façon de finir ma carrière, plutôt que d'être correspondant ou de journaliste sur le terrain. Ça demandait juste assez de travail pour me tenir occupé. Et le résultat était bon, l'écoute d'écoute était bonne, et j'ai beaucoup aimé l'expérience. Et de voir que l'émission est toujours vivante, ouais. c'est un petit velours, ça oui, aussi. Oui. Non, je suis très content. Pour la famille Lessard, de voir l'aîné percer à la radio et plus tard à la télévision a généré un grand sentiment de fierté de souligner son frère, Guy Lessard. On trouvait ça assez spécial, puisque dans ce temps-là, faire de la radio, c'était pas un métier commun du tout. Puis non, ça nous avait frappé un peu au début, mais on s'est habitué avec le temps. Puis on était bien fiers de ça, de dire que notre frère, mon grand frère, il travaillait à la radio. Et quand vous avez commencé à le voir à la télévision, la fierté doit avoir fait un grand bond. Là. Ah oui, là, ça a été le grand saut, là, de dire à nos amis, là, « Hey, mon frère, il travaille à Radio-Canada, puis si tu me crois pas, il regarde à la télévision, il passe à tous les soirs à la télévision, puis c'est mon frère, ça, Daniel. » C'était une grande fierté. Ma mère, on va dire, comme on dit, elle portait pas à terre, puis nous autres également, c'était quelque chose d'assez assez gros, comme on dit. Même s'il avait une vie bien remplie, Daniel a toujours pris le temps de revenir aux sources, de rappeler son frère. Puis Daniel, lui, avait toujours quand même... Il a quitté il a quitté rapidement la maison familiale, mais Daniel a toujours été beaucoup attaché à sa famille, à ses frères et sœurs. Puis il venait passer beaucoup de temps chez nous, à toutes les années, des longues périodes. Puis on avait une bonne relation avec lui. Avant de prendre sa retraite de journaliste, celui-ci s'est assuré d'avoir bien fait le tour du jardin. C'est par la suite qu'il s'est lancé dans son projet d'écrire un livre. Pour s'inspirer, l'écrivain est allé puiser dans les archives de son grand-père, ce qui l'a amené à l'écriture de Maggie. Mon grand-père était maire du village de Saint-Benjamin pendant très longtemps, où il y a une communauté protestante où on se trouve en ce moment. Et la relation entre les deux groupes m'intéressait beaucoup pour découvrir dans mes recherches qu'un jour, il y a une catholique qui tombe en amour avec un protestant et que ça fait un drame parce que tu ne mariais pas un protestant. Pourquoi tu sors avec un protestant? Les catholiques sont pas assez bons pour toi. Bref, dans la vraie vie, elle s'est enlevée la vie. Maggie, en tout cas, du moins le premier, il y a énormément de faits historiques et faits vécus dans ce livre-là. C'est-à-dire que ce qui était le plus difficile, c'était de bien camper la relation protestant-catholique. Parce qu'à l'époque, que tu sois anglais, allemand ou chinois, ça n'a aucune espèce d'importance. Mais si tu étais protestant pour un catholique, c'était le danger, les curés l'exploitaient. Il ne faut pas leur parler. À Jersey Mill, à Saint-Georges, le curé disait « Vous ne marchez jamais sur le même trottoir qu'eux. Si vous en voyez un, vous vous tassez pour ne pas le rencontrer. » Et mon grand-père, qui était maire et qui avait affaire avec des protestants, il y en avait un au conseil. Le curé lui disait sans arrêt « Mais oh, je vais te faire excommunier si tu n'arrêtes pas d'y parler. » Mon grand-père lui disait « Fais-le. » Il est sur le conseil, que tu veux que je fasse? Dans le livre Maggie, on fait référence à un curé qui a joué un rôle majeur dans cette saga entre les catholiques et les protestants. À preuve, cette histoire vécue par la famille de l'auteur. Le curé en question, quand ma jeune sœur est morte à 4 ans, fait écraser par un camion, il y a eu les funérailles. Et à cause de mon grand-père, qu'il connaissait par le conseil, il y a 2 ou 3 protestants qui ont voulu venir à la cérémonie. Le curé a dit non, il n'y aura pas de cérémonie si ces gens-là ne sortent pas de l'Église. C'était à ce point. Le projet de porter à l'écran la vie de Maggie a déjà été étudié. Le roman est tellement fort jusqu'à un certain point. Est-ce que vous avez déjà pensé à faire réaliser une télésérie, voire un film? Il y a eu 2 tentatives qui n'ont pas fonctionné. Pour une raison bien simple, c'est qu'il y avait 2 façons de le faire. Tu installes tout le monde dans un studio, tu fais des décors artificiels et tu tournes la série. Mais les bons réalisateurs disaient qu'il faut aller le faire sur place et ça coûte une fortune. Il aurait fallu réaménager tout le devant de l'église de Saint-Benjamin. Plein de choses, il aurait fallu changer. Les costumes d'époque, ça aurait coûté une fortune. J'aurais adoré. Mais le projet n'est pas mort en soi. Le projet n'est pas mort, il n'est pas fort, mais il n'est pas mort. L'auteur, qui a écrit jusqu'ici une 12aine de romans, s'est inspiré de faits réels qu'il a romancés.
Il y a un roman qui s'appelle La Marie-Louise, qui est basé sur la première femme au Québec, c'était dans la région de Thetford, qui a été pendue pour avoir fait assassiner son conjoint, l'empoisonné. Et j'ai reconstitué cette histoire-là. Il y en a un qui s'appelle Le Puits, qui est basé sur une histoire vécue ici à Cumberland, où un matin, ils ont retrouvé une femme morte dans un puits qui avait une drôle de réputation, la femme en passant. Et là, il s'agissait de savoir, est-ce que c'est un accident ou un meurtre? Le curé a dit tout de suite, c'est un accident, on ferme le dossier puis on l'enterre. Et c'était pas de ses affaires, c'était une protestante. Et tout le monde voulait savoir ce qui s'était passé. Et là, tout le monde a commencé à chercher. Personne n'a jamais su qu'est-ce qui est arrivé. Le plus récent bouquin du romancier est sorti en septembre 2023. L'auteur nous précise la particularité de ce dernier. Zigun, c'est quand j'étais jeune, il y a un vieux quêteux qui venait chez nous tous les étés. Un charmant monsieur. Mais puis quand il arrivait, il sortait son paquet de tabac et il disait à mon père, « Luc, veux-tu t'rouler une zigoune? » Et zigoune, c'est le papier. C'était le papier, je pense puis que... la cigarette roulée. Et quand j'ai commencé à écrire l'histoire, il faudrait bien que je donne un nom à ma jeune truie qui est la vedette de Zigoune. J'ai dit, je vais l'appeler Zigoune. Je trouvais ça cute, c'est amusant. C'est juste ça. Et c'est une série d'histoires? C'est 13 histoires campées en Beauce pour la plupart, 12 sur 13. La 13e est à Inverness, qui est quand même pas très loin là, de la Beauce, près de Thetford, et qui sont basées sur des faits vécus historiquement, mais où mon imagination a joué un rôle extrêmement important. Ces romans ne sont pas sans rappeler de nombreux souvenirs à la famille, de rappeler Guy Lessard. Nous autres, un peu comme Maggie, l'histoire de la Caberlone, l'histoire de tout ce qui touche la Caberlone que Daniel a raconté dans ses romans. Mon père, on a appris cette histoire-là, comme Daniel doit l'avoir appris un peu. Beaucoup venait de mon père. Puis mon père, lui, il l'avait eu de mon grand-père, qui avait eu beaucoup de liens avec les gens d'ici. Ça fait que c'était un sujet qu'on connaissait déjà beaucoup. Puis même quand on a lu comme les premiers romans, on disait, ah non, on disait à Daniel, pourtant, ça, c'est quoi cette histoire-là? On n'a jamais entendu dire, c'était romancé. Il romançait un peu l'histoire. Mais le fond, oui, c'était une histoire qu'on connaissait quand même assez bien, même avant les romans de Daniel. Maintes fois consacré par les rôles qu'il a été appelé à occuper tout au cours de sa carrière, Daniel Lessard a été décoré de la médaille de l'Ordre du Canada en 2018. C'était une récompense pour l'ensemble de ce que j'ai fait, tant le journalisme que les romans. Est-ce que c'était mérité? Est-ce que des gens le méritaient mieux que d'autres? Moi, ça m'a fait un immense plaisir. Et je me suis dit, merde, dans ce pays-là, si on me reconnaît, pourquoi pas? C'est pas tous des imbéciles qui sont sur le comité de sélection, c'est le juge en chef de la Cour suprême qui préside le comité. Il est venu me voir après, quand il y a eu la cérémonie, j'ai demandé à M. Wagner, le juge, pourquoi moi? Il dit, voyons, pourquoi toi? Tu es là depuis une éternité, tu es un vieux meuble, tu as de l'expérience, tu as contribué beaucoup, tu le mérites. Tant mieux. Merci, M. le juge. Daniel Lessard a connu une brillante carrière journalistique. Celui qui s'est retrouvé sous les projecteurs lors de la crise d'octobre a rapidement gagné ses galons pour faire sa place au sein de la grande famille radio-canadienne. Il est devenu alors l'un des plus importants liens entre la politique canadienne et les citoyens francophones du pays. S'il a pu faire sa marque, c'est qu'il a toujours eu le désir de vulgariser aussi simplement possible les nouvelles de la journée. C'est dans ce même esprit que l'auteur a concocté ses romans remplis de véracité et de sincérité, le tout saupoudré d'une touche d'humanité. Si le journaliste devenu romancier s'est intéressé à la vie des autres tout au cours de sa carrière, aujourd'hui, lorsqu'il fait le bilan de la sienne, il peut affirmer lui aussi « Moi, je l'ai vécu ».